Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Nous allons bien. Il fait si froid alors que le printemps froid. est là. Oui. Oui, on va faire un petit point météo. Il fait froid. Il fait froid. C'est le vent du nord-est qui nous provient de Sibérie. J'en sais rien du tout. C'est la tramontane. Oui, c'est le... Si vous vous souvenez, si parmi vous il y en a qui se souviennent, techniquement c'était une série, c'était un feuilleton d'été qui passait dans les fin 90, début 2000, fin 90 plutôt, qui s'appelait Tramontane. Ça ne dit rien du tout. Oh, c'était une histoire, il y avait une fille qui était avec son fils et il devait résoudre un mystère autour des cathares. C'était génial. Avec mon cousin et ma sœur, on était à fond dedans. Très bien. Elle s'appelait Angèle, même là. Angèle. Très bien. C'est joli, Angèle. Oui. Bonjour toutes donc les voilà, Angèles. Big up si vous regardez Tramontane. Eh bien, nous, ça va bien. On a mis un peu de temps à vous donner notre top 10 de 2022, mais au moins c'est sorti, il est là. Mais on enchaîne direct avec la suite, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps là, allez on y va. Donc aujourd'hui on va parler des dernières conneries qu'on regarde, de Drag Race évidemment. Julia va nous pitcher aujourd'hui. Oui, c'est à moi de pitcher. Et puis nous allons débriefer The Last of Us qui a déchiré notre petit cœur pendant 2 mois, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Bah oui, on en a tellement parlé avant, maintenant que c'est passé, on va en parler après. Non, nous n'allons pas en parler. Donc voilà, ce qu'on regarde actuellement, Peach et en jus d'orange, The Last of Us. Ok. C'est Julia, parti. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment ? Parlons de Yellow Jacket qui nous est revenu ce week-end. Ah, mais c'est vrai que tu t'es mis à Yellow Jacket ces derniers temps. Alors, c'est pas ces derniers temps, j'ai juste mis, je crois, 6 mois à regarder la saison 1. D'accord. Genre, tu l'avais commencé, t'as mis 6 mois à la finir ? En fait, même si j'aimais beaucoup, c'est le genre de série où il y avait un rythme qui faisait que j'avais pas forcément j'avais pas besoin de regarder l'épisode tout de suite après. Il y a des cliffhangers, il y a des révélations. Moi, je termine à chaque fois, je suis en mode il fallait que je relance. Vers le milieu de la saison, il y a eu un petit peu justement, les cliffhangers s'arrêtaient. Et en fait, je me suis dit, je vais pas regarder. Et en fait, j'ai pas regardé pendant 3 mois. Et à chaque fois, je me disais, tiens, il faudrait que je continue The Jacket parce que j'aimais beaucoup quand même. Puis après, ils ont casté Elijah Wood dans la saison 2. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut s'y remettre. C'est vrai que ça a été ton argument décisif. C'est toujours bien d'avoir Elijah Wood. Hein. Non, mais oui, moi j'ai regardé parce que j'avais des potes qui regardaient et qui m'ont bien conseillé. Le monde entier regarde Yellow Jacket. Et aussi parce qu'elle était dans mes séries en attente et je suis tombé dessus, donc je dis allons-y. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très sympa. C'est très très bien. Donc ça parle de... C'est une bande de cheerleaders, de pom-pom girls, mais c'est plus des espèces Alors, de... c'est absurde. Non, mais c'est plus que... Non, pardon. Mais non, elles font du handball, qu'est-ce que je suis con. N'importe quoi. Attends, non, stop. C'est pas des cheerleaders, c'est des joueuses de football. C'est des joueuses de foot, putain. Merde, je suis désolé. Mais de vrai foot, genre le soccer, pas le football américain. Ah oui, non, moi j'avoue, j'ai même pas réfléchi. Oui, effectivement. N'importe quoi. Pourquoi je partais sur les cheerleaders, moi ? Parce que le sexisme. Parce que le sexisme. Donc qu'est-ce qu'elles font, ces footballeuses ? Ces footballeuses, elles partent pour, comme Glee, elles vont faire The Regionals parce qu'elles sont qualifiées pour je sais plus quel championnat. Et il arrive ce qu'il arrive et l'avion s'écrase au milieu des... je sais pas trop, d'Alaska, du Canada... Du trou du cul des États-Unis, mais c'est tellement grand ce pays qu'elles sont littéralement paumées au milieu d'une région, enfin d'une forêt de la taille d'une région, quoi. Je me demande si elles sont pas proches... Je me demande si elles sont pas au Canada, elles sont pas dans les Rocheuses ou un truc comme ça. D'accord. Mais alors, il faut savoir qu'elles étaient les seules dans l'avion. C'était un jet privé qu'une de leurs camarades, le père a prêté ou je sais pas quoi. Donc, il y avait que elle. Le coach. Les coachs, il y en avait 2. Les fils des coachs. Les fils des coachs, qui étaient là, je sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour assister leur père et pour être... le fils, les 2 fils du coach, ouais. Et en fait, donc il y a énormément de casualties, il y a beaucoup de jeunes filles de l'équipe qui meurent, il y a le
plus vieux coach qui meurt, laissant ses 2 fils orphelins. Et il ne reste qu'un seul adulte. Quand je dis adulte, c'est quelqu'un de majeur, mais on voit qu'il est quand même assez jeune. Il a pas genre 22 ans, 5 ans. Il doit avoir la vingtaine, quoi. Et il s'en sort pas très bien, puisqu'on lui ampute une jambe, parce qu'il a eu la jambe écrasée par un bout de l'avion. Ouais. Donc tout le monde est en très mauvais état, mais ils sont dans un endroit où il y a de l'eau. Il y a même une vieille cabane abandonnée depuis je sais même pas combien d'années, mais bon, on va pas trop vous en dire parce que c'est une série où il y a énormément de rebondissements, énormément de révélations, mais elle est un peu c'est presque une réécriture un peu lostienne. C'est vrai. Où en fait on ne fait que des allers-retours entre le passé, c'est-à-dire quand elles sont adolescentes, perdues au milieu de la nature après ce crash d'avion, et le présent. Et le présent qui est bien 20 ans, il y a 20 ans d'écart à peu près. Elles sont toutes quarantenaires, politiciennes, mères au foyer ou célibataires qui bourlinguent dans la vie. Et vraiment, et toute la question, c'est du coup, qui est encore vivante, qui est morte. Si tu vois pas tel perso, est-ce que ça veut dire qu'elle a décédé quand elle était ado? Donc ça crée une petite tension. Du coup, tu vois qui a survécu. Tu dis, mais comment elles ont pu en arriver jusque-là, etc. Donc ouais, c'est assez intéressant. Puis petit à petit, tu découvres tout ce qu'elles ont fait dans la forêt, ce qui n'est pas du tout... qui est très très grave et très très traumatisant et très très extrême. Tu dis, mais donc tu vois qu'il y a toutes ces choses, que toutes ces femmes qui 20 ans plus tard ont l'air tout à fait normales, plus ou moins, cachent en fait. Tu dis, quand il y a le personnage de Mélanie Linsky joue une mère au foyer, quand elle se fait emmerder par son ado de 15 ans, je lui dis, laisse ta maman tranquille, elle a tué des ours à main nue. Tu sais pas ce qu'elle a fait il y a 20 ans, je viens de le voir il y a 5 minutes, franchement, fous la paix. C'est ça. Donc autant vous dire, c'est une série assez graphique. Ah oui, c'est hyper gore. Il y a des épisodes assez... et d'ailleurs, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est un peu révélé dans la première scène qu'il y a c'est sûrement le cas qu'elles ont eu recours au cannibalisme pour survivre. C'est vraiment ça, c'est un peu c'est sur ça qu'on nous sert un peu un plateau, voilà. Oui, c'est là où on nous dit, voilà, la série part là-dedans. Voilà. Et ce qui est très cool avec cette série, c'est que en fait, on a toute une génération d'acteurs ici, principalement d'actrices, qu'on a, nous, notre génération, en tout cas avec Seb, qu'on a connu pendant notre enfance, notre adolescence. On a grandi avec une génération d'acteurs et d'actrices qui ont commencé eux-mêmes leur carrière très très jeunes et qui sont aujourd'hui quarantenaires, voire plus. Et ce qui est cool dans ce casting, c'est qu'il y a énormément d'ex-enfants acteurs qu'on connaissait. Alors Mélanie Linsky, c'est un peu plus niche, mais si vous regardiez Créature céleste de Peter Jackson, c'est l'une des 2 jeunes filles qui sont les héroïnes avec Kate Winslet. Kate Winslet est devenue un peu la plus connue et Mélanie Linsky a eu une carrière un peu plus un peu moins sous les spotlights. C'est vrai que depuis Yellow Jacket, ça lui a vraiment redonné un peu une notoriété internationale, et c'est vraiment cool. Il y a aussi Juliette Lewis que j'adore et qui est vraiment chouette dans Yellow Jacket. Et puis la plus connue, la plus big star, c'est peut-être Christina Ricci qui a un rôle extraordinaire. High Camp. Elle est extraordinaire. Là, juste le moment dans l'épisode de la 2e saison, là, ouais. Tu sais, elle fait non, puis elle tape son. Elle ferme son ordinateur. Je sais plus pourquoi. Parce qu'il y a Elijah Wood qui dit des conneries sur Internet. Ah, c'est lui? Ah bah oui. Ah, j'avais pas compris que c'était lui. Oui, c'est lui. Quand elle lit les forums et tout ça, c'est sa voix qu'on entend. Et puis elle tape le truc, puis elle s'en va là comme ça. C'est tellement drôle. En fait, son personnage, on sait pas si elle est un mélange de hyper intelligente et extrêmement étrange. Oui. Elle est complètement bizarre. Elle est bizarre. C'est la petite gamine timide à lunettes, quoi. En fait, la série veut nous faire peur de toutes les nanas timides à lunettes, discrètes dans leur coin. C'est genre, méfiez-vous de ce genre de meufs. Elles ont plein de ressources. Et poussées à l'extrême, elles peuvent être amenées à faire des choses. C'est une psychopathe. C'est... Oui, c'est accessoirement une psychopathe, si tu veux. Mais,
Au début, elle est juste... Les premiers temps, elle est tellement affecte que oui. on peut pas dire qu'on tombe amoureux d'elle tout de suite. Non, tu dis. Mais en fait, elle a une certaine manière d'être loyale et aimante, et elle se donne énormément pour ses amis qui ne la considèrent pas comme une amie. Mais pourtant, c'est bien pratique de la voir parce qu'elle est très organisée pour plein de choses un peu sordides. Donc ouais, ça faisait du bien de revoir Christina Ricci. Voilà, parce que le monde n'a pas compris la série qui était Paname. Est-ce que tu te souviens de Qui a vu Paname? Nous. Moi, j'ai pas vu Paname. Mais si, tu as vu Paname. J'ai pas vu une seconde de Paname. Ah bon? Oui. Je t'ai pas dit que c'était un peu un truc qu'on avait regardé. Non. Bon, c'était très bien, Paname. Très bien. Ça a été annulé très injustement. Mais bon. Paname est mort pour que Yellow Jacket puisse voler. Peut-être. Mais ça parle de quoi, Paname? C'est juste des ça parle d'hôtesse de l'air, Paname. C'est voilà. C'est comme le film de Gwyneth Paltrow. Ah, ça, j'ai pas vu, tiens. C'est Richard Aoyadi qui a écrit un bouquin dessus sur l'île de Gwyneth, sur le film de Gwyneth Paltrow qui est tout fascinant, où il piche le film en disant c'est Gwyneth Paltrow, elle rentre dans une école d'hôtesse de l'air, elle devient hôtesse de l'air, fin du film. C'est le film avec le moins d'enjeux au monde. Mais c'est quoi ce bouquin? Ça a l'air génial. Je sais plus. Alors je sais pas si c'était une blague aussi qu'il faisait, si le bouquin n'existe pas vraiment, mais je te retrouve la vidéo où il en parle. Ça fait beaucoup rire. Oh. Bon, Gwyneth Paltrow n'est pas dans Yellow Jacket. Non, elle est en procès en ce moment pour des histoires de ski. Oui, on reste dans les montagnes. Mais non, et puis il y a toutes ces actrices un peu iconiques, mais il y a aussi toutes les actrices un peu plus jeunes qui les jouent adolescentes sont vraiment chouettes. Le casting est très très cool. Oui. Ouais, franchement, très cool. Et alors, parmi les actrices qui jouent adolescentes, il y a une actrice que je prendrais pour la saison 2 de The Last of Us, mais nous y reviendrons plus tard. Ah bon? Ouais. Ah oui. Tu vois? Bah oui, c'est pas con. Bon, on verra si j'ai pensé la même chose que toi. Ouais, mais okay. je pense. Et d'ailleurs, non, mais parce que j'ai vu la bande-annonce de Yellow Jacket, mais je veux pas spoiler les gens. Mais il y a une actrice qu'on aime beaucoup qui arrive dans la saison 2. Bah oui. Bon, après, c'était dans les promos, mais oui, pour ceux qui veulent découvrir, ok. Mais oui, trop bien. Oui. Enfin, du coup, ouais, sinon, là, ce qu'on a parlé de la série un peu en général, mais le season première de la saison 2 était cool. C'était sympa, c'est reparti, on a des nouveaux personnages. Et non, puis il y a eu un big reveal à la fin, on va en savoir un peu plus. Oui. Et donc, ouais, franchement, Yellow Jacket, valeur sûre. Ouais, une petite série sympa. Et puis on n'est pas bien là entre filles. Ouais, on est pas mal entre meufs là. Cannibalisme, champignons hallucinogènes. Exactement. Tuer des ours. Petit point Drag Race. Qu'est-ce que j'ai vu? Parlons de US. Ouais, ne parlons que de US. US extraordinaire. Bah, c'est pas l'avis de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas cette saison. Alors moi, je la trouve très bien. Mais les gens sont blasés, les gens sont tristes, les gens sont. On s'amuse bien dans cette saison. Les gens ne veulent que de l'extraordinaire et du parfait. On peut aussi avoir une petite saison normale. Parlons de ce qui a beaucoup endommagé cette saison, qui n'est pas la faute de la saison. Ah bah oui, des épisodes de 40 minutes pour nous. Voilà. Donc, peux-tu expliquer pourquoi on a eu droit à 40 minutes d'épisode pour celles et ceux qui peut-être le savaient pas? MTV a fait en même temps un peu comme les Real Housewives, mais avec des mecs gays de West Hollywood, si vous voulez. Donc une télé-réalité sur des mecs gays célèbres de West Hollywood. Alors célèbre, c'est un grand mot. On a Todd Recall dedans, bon si c'est peut-être le plus célèbre. On a le guest judge qui est aussi styliste de Drag Race Canada et d'autres types que je ne connais pas du tout. Donc du coup, MTV s'est dit, c'est le même public que Drag Race. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la durée des épisodes de Drag Race et le temps restant, on va foutre un épisode de West Hollywood. C'est une très bonne idée. Ça ne peut que marcher. Oui. Et là, tout le monde a fait non.
C'est what the gay wants. Genre, non, l'émission nous intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout, là. Ils ont pas pris les personnalités les plus populaires. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on regarde de la télé-réalité qu'effectivement Drag Race, c'est une compétition. Drag Race, c'est quasiment la seule télé-réalité que je regarde, quoi. Donc ça veut pas dire que je veux regarder derrière les réels husbands of West Hollywood, tu vois. Oui. Et puis, bref, vous voyez, voir des gays riches de Los Angeles avoir des problèmes de riches, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Puis sauf pas le moment, quoi. Donc bon. Donc, alors que Drag Race essaye un petit peu, par certains sujets amenés, de se rendre un peu humble, d'un peu te remettre en question dans la communauté. Enfin bon, bref, rien, complètement, mais rien à voir. Le Schmilblick n'a rien à voir, juste c'est vaguement gay entre les deux. Donc, gros scandale, personne n'a regardé cette émission. Je sais plus si elle était annulée ou si c'est parce que les épisodes de sa saison sont terminés, mais maintenant on est revenu à 1 heure d'épisode en entier. Je pense qu'ils ont entendu le backlash. Ah oui, je pense qu'ils l'ont complètement entendu. Puis je pense que c'est vraiment une série elle a 15 ans maintenant, cette émission, et elle a évolué en quelque chose qui mérite 1 heure d'épisode. On ne peut oui, c'est une institution. Tu coupes pas 20 minutes comme ça. Surtout que tu sens vraiment que ça n'a pas du tout écrit au tournage pour, ça n'a pas du tout été monté pour. Genre tout d'un coup, la chaîne a débarqué, envoyé un petit mail, hein, comme les chaînes savent bien faire, envoyé un petit mail à la prod, à dire bon en fait, vous passez à 40 minutes, bisous. Renvoyez-nous les PAD. Donc ils ont dû monter ça à 3h du matin, à bosser jour et nuit pour remonter ça et essayer tant bien que mal de faire une chose que ça maintienne. Et ça a été une catastrophe pour certains épisodes. Les runways passaient trop vite. Il y a des storylines complètement sautées. C'était. Je sens qu'on n'a plus de mini challenge pendant la moitié de la saison. C'était une grosse cata. Du coup, il y a des persos. En plus, c'était un gros casting. C'était vraiment un gros casting. Elles étaient là dès le début. Ils ont fait venir par groupe deux groupes, mais ils ont fait ça que dans le premier épisode. Donc, dès le deuxième épisode, elles étaient toutes là. Donc ouais, et du coup il y a des personnalités qui sont complètement passées à côté. On n'avait qu'une seule narration, donc c'était Sugar and Spice là pour le coup. Donc ouais, et après quand on est revenu aux 1 heure, on est là genre on là, respire. On est à la maison, on respire, on prend le temps des runways, il se passe des choses drôles, tout doit pas être dans l'efficacité, genre on peut prendre le temps de raconter les choses, de faire des petites scènes qui n'ont pas forcément de lien avec ce qui se passe autour. Non mais les runways quoi. Non, les runways éclairs. C'était les runways qu'on avait dans les premières saisons quand on avait un gros challenge. Oui. Quand on avait un gros challenge. Elle. C'était l'époque des épisodes de 40 minutes quand on avait un challenge qui prenait beaucoup de temps dans l'émission et que le runway n'était pas l'épreuve principale de l'émission. C'est vrai que ça passait genre clac, 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 clac. Sauf que là, c'était à chaque épisode et c'était surtout dans les épisodes où les runways étaient importants pour le challenge, pour le score final. Donc bon, c'était très gênant. Oui. On n'a pas aimé du tout. Alors que je suis le premier à râler que les épisodes font 1 heure. Parce que je trouve que c'est trop long. Mais c'est comme tout, quand tu veux le lancer, tu dis genre, ah ouais, c'est 1 heure. Mais une fois que t'es dedans, t'es dedans. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce que comme je regarde tous les Drag Race, ça fait beaucoup. Mais après, techniquement, Drag Race US, c'est peut-être le plus court parce que tous les autres font 1h30, 1h15, 1h20. Oui. Donc, on s'est vu la deuxième saison d'Italie, c'est 1h15, quoi. C'est interminable. C'est pas Koh-Lanta. Non, c'est pas Koh-Lanta. C'est pas un Pékin Express. C'est ça. Mais là, on arrive à la finale, pratiquement. Oui, on a. Enfin, là, ils nous ont pas dit que ça allait être le top 4, mais RuPaul, comme à chaque fois, va faire oh là là, c'est tellement dur de vous séparer que je vais faire un top 4. Ça devient limite une blague, quoi. C'est comme ça depuis la saison 10, je crois. Peut-être que ce sera pas comme ça cette année. Tu le crois vraiment? Je sais pas. Qui pourrait partir alors? Il nous reste Luxx. Il reste Luxx, il reste Mistress, il reste Anitra, il reste Sacha. Bah voilà, c'est ça, c'est le 4. Ok. Et on regarde tout le monde.
Ouais, gros coup de cœur. Bon, Annie Chua, c'est presque lambda, puisque tout le monde est tombé amoureux d'Annie Chua, parce qu'elle est extraordinaire. J'adore Mistress. Oui, tellement drôle. Excellente personnalité de télévision. Oui, elle a tout compris. Elle est chez elle. De toute façon, vous savez que on aime les gens qui savent comment se comporter sur une émission de télé-réalité. Mistress, elle sait comment se comporter. Donc ouais. Lux, c'est dommage parce que je pense que c'est une des personnalités qui ont le plus souffert des courts épisodes. Oui. Parce que c'est pas qu'elle elle était toujours là parce que qu'est-ce qu'elle est belle et j'adore ses looks. Mais elle a pas été forcément mise très en avant, je trouve, par le montage très saccadé. Oui. Et là, elle arrive quasi en finale et j'ai pas l'impression de la connaître encore. Non, mais je pense aussi que ça vient d'elle. Je pense qu'elle se contrôle beaucoup. Je pense qu'elle elle contrôle encore beaucoup son image. Elle va peut-être moins se lâcher comme Mistress ou. Oui. Et Sacha Colby, Sacha Colby est extraordinaire. Comme dit Mistress, c'est le meet and greet de Sacha Colby. Oui. Parce qu'il y a eu l'épisode où il y a la fameuse question qui généralement engendre des dramas. Vous vous souvenez dans Drag Race France que ça a créé la France en tremble encore de qui mérite de partir. Et là, c'était très drôle parce qu'elles n'ont pas toutes dit la même personne. Il y a Mistress qui a dit Sacha Colby va quasiment gagner, hein, c'est quasiment certain. Ou au moins elle va être dans les deuxièmes, enfin bref. Ouais. Qui dit écoutez, moi je vais citer Sacha Colby, c'est elle qui mérite de partir parce que j'en ai marre que la saison soit le meet and greet de Sacha Colby. Et t'as Lux qui a cité tout le monde en disant ça pourrait être Machine, mais non, parce que elle a bien fait ça. Et elle les a toutes fait. Et puis elle est arrivée sur Lucy LaDuca. Non mais parlons de Lucy. Et elle a terminé. Non mais Lucy aussi. Lucy, mais extraordinaire. Elle a tout compris, mais en fait elle a pas compris qu'elle a tout compris. Non, parce que je sais pas si elle était ironique, mais je pense qu'elle était sérieuse à 100%. Ah, je pense qu'elle était sérieuse à 100%, mais c'était du petit lait, quoi. Ah non, mais tellement. Dès qu'elle y avait son image qui apparaissait parce qu'elle était en confessionnal, c'était oui, laissez-la dire tout ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, elle était vraiment, mais dans son scénario, pour elle, c'était la meilleure. Je dis pas que c'était pas la meilleure, mais voilà, pour elle était la meilleure. Elle avait réussi 5 challenges, dont 3 mini-challenges qu'on n'a jamais vus, puisque les épisodes ont été coupés. Donc c'est ça qui était drôle. Puis personne compte les mini-challenges. Non. C'est vrai qu'elle compte un peu leur victoire de challenge, qui se permet de voir un peu qui est en avance. Ça te permet aussi un peu de te situer dans la compétition. C'est un truc qui a toujours été fait dans toutes les saisons. Et donc là, il y a un épisode où elle compte ses victoires, puis les queens se regardent tout dans 5, et puis elle se rend compte qu'elle compte les mini-challenges. Et c'est extraordinaire. Et on n'a pas des mordus. Et les mini-challenges, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est Interville en Drag Race, quoi. Oui, c'est un peu le Club Med, c'est mettre la carotte dans le donut, quoi. C'est ça. Non, j'exagère, mais il y en a qui sont un peu comme ça, quoi. Il y en a pas mal qui sont comme ça. C'est pour faire des sonores sympas et des images rigolotes. Ça les détend. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un peu une mise en bouche pour l'épisode. Oui, mais c'est un peu un icebreaker, comme on dit. C'est ça. Mais ouais. Mais ouais. Non, puis elle était tout le temps en train de dire qu'elles étaient toutes nulles. Et puis jusqu'à son départ. Oui. C'est-à-dire que son monologue final, c'était j'aurais dû gagner. C'était moi qui avais la couronne. C'était moi qui avais gagné. Mistress portait juste un bout de tissu sur elle. Enfin, jusqu'au bout. Oh mon Dieu, jusqu'au bout. Mais on l'aime pour ça. Ouais. Et beaucoup de bons lip-sync cette saison. Il y a de très 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 bons lip-sync. Le lip-sync avec Marsha et Anetra était très bien. Ah bah c'était légendaire. C'était légendaire. Annie Chua c'est une tueuse. C'est une très bonne lip-synceuse, oui, effectivement. Mais le chocolat me manque. Tu te souviens du chocolat? Oh, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça chaque année? Mais la saison... Mais en même temps, je suis content parce qu'au moins, ça restera la petite spécificité de la saison 15. Oui, c'est vrai. Cette saison 15, c'était vraiment extraordinaire. Ça nous rendait hystériques, ce chocolat. Puis c'est aussi quand ils ont fait parce qu'ils l'ont fait dans la saison... la saison 14. Ils l'ont fait dans la saison 15 et ça avait moins de saveur. Mais quand ils l'ont fait dans la saison 14, le truc avec les lip-sync et avec le loto et tout... Oui.
quand elles ont tellement été toutes nulles au Snatch Game que du coup elles se sont affrontées. C'était tellement drôle. Oui. Quand on revoyait le Pit Crew en slip en train de tourner son bingo pour choisir qui allait y passer, mais ça me faisait rire à chaque fois. Ce qui était le plus drôle avec les chocolats, je crois, c'était, alors hormis le son et la manière dont c'était mis en scène, c'était rigolo parce que c'était tellement grillé que c'était... Enfin... Que c'était la preuve que RuPaul connaissait à l'avance qui aurait le chocolat ou pas, que de voir RuPaul faire cette espèce de à chaque fois que ce sera pas elle qui est sauvée, alors que tu sais très bien, meuf, qu'il n'y a pas de chocolat d'or là-dedans. mais elle avait le toupet de faire son air de oh là là. C'était parfait. Ensuite, c'est tout. Oui, si, on s'était dit que l'épisode dernier, on n'avait pas forcément évoqué les séries qu'on avait hâte de voir cette année. Qu'as-tu hâte de voir cette année? Alors c'est vrai qu'il y a moins de gros trucs, on n'a pas du Seigneur des Anneaux, du The Last of Us cette année. Ça, c'est vrai. J'ai pas en tête une big série. On n'a pas la saison 2 du Seigneur des Anneaux, c'est quand? Je crois pas que ce soit l'année prochaine. Hein. Ce sera au moins... Ma théorie pour The Last of Us, par exemple, c'est... Je pense qu'ils vont se mettre en tournage à la fin de 2023, donc cette année. Le tournage est long. Et pour moi, c'est début 2025, la saison 2 de The Last of Us, par exemple. Et j'imagine que le Seigneur des Anneaux, ce sera un truc un peu similaire. C'est long à tourner, tous ces merdes. Oh là là. Ok. Ce sera vieux. Sinon, cette année, on a la saison 3 de The Mandalorian qui a déjà commencé. Oui. Que je ne trouve pas... Tu n'es pas convaincu. C'est la première fois que devant chaque épisode... Alors, c'est toujours cool de les revoir. On aime toujours faire ces petits bruits. Puis j'ai l'impression qu'il va parler cette année, donc c'est... Il va dire papa. Peut-être. Mais ouais, il commence à faire des espèces de petits bruits qui ressemblent à des mots. Là, ça me... Oh, je suis tellement fière, comme si c'est moi qui l'avais fait. On parle de Baby Yoda, hein. On parle de Baby Yoda, oui. Mais... nous sommes bien dans l'épisode 4 et il ne s'est toujours rien passé. Ah merde. Je ne comprends pas où va la saison. Le problème, c'est qu'en fait, par exemple, au début d'un épisode, ils disent il faut faire ça. Et là, tu dis waouh, c'est gros de faire ça. Ça va être le truc de fin de saison. Et en fait, ils y arrivent dans l'épisode. C'est nul. Ouais. Donc, c'est étrange. La saison est un peu étrange. Le pacing est un peu bizarre. J'attends de voir. De toute façon, c'est toujours un plaisir de revoir ça. Mais ouais, c'est pas ma préférée pour l'instant. Ok. Mais bon, c'était quand même cool. Puis ça permettait de se remettre un peu de l'arrêt brutal de The Last of Us. Oh. Sinon, quoi d'autre cette année? Il y a Swarm, la nouvelle série qui est créée en partie par Donald Glover, là, qui vient de sortir sur Amazon Prime. Ça a l'air bien sympa, ça a l'air bien un peu comme Yellow Jacket, des jeunes adolescentes. Je sais même pas si elles sont ados, enfin des jeunes filles couvertes de sang. Jeunes adultes, en tout cas. Non, puis... ça a l'air un peu creepy, et s'il y a bien quelque chose qu'Atlanta nous a prouvé, c'est que Donald Glover fait le creepy très très bien. Oui. T'as fini Atlanta ou pas encore? Non, je suis toujours dans la saison 3, là je t'ai dit, c'est là où ils sont encore en Europe. Oui, d'accord. Oh, alors. Non, et puis là ça parle des fans de Beyoncé, donc c'est... oui. Ça va être très drôle, il sait très bien faire. Donc ça, ouais, j'ai hâte de voir, puis c'est sorti. Il y a The Power qui va sortir bientôt aussi. C'est une adaptation d'un roman qui était partout. Je sais pas si tu vois ce que c'est ce bouquin. Pas du tout. La couverture est rouge, avec un point ou une main ou un truc comme ça. Non. Bref, il y a une adaptation avec Toni Collette qui va sortir. Super, good for her. On est content. Toni Collette, on est content. Moi, j'attends avec impatience la saison 4 de Barry, qui sera aussi la dernière. Ah ouais. C'est extraordinaire. Et de saison en saison, c'est de plus en plus extraordinaire. Bill Hader, quand il aura fini cette série, mais il faut qu'il réalise plein de films. Ce mec, il a un talent de réalisateur parce que c'est lui qui réalise une bonne partie des épisodes. Et c'est dingue. C'est vraiment ce genre de série où tu fais un épisode, les bras t'en tombent. T'es genre, waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que la saison 1 était très prometteuse et très très bien. Mais là, la saison 3, mais c'est un chef-d'œuvre. Enfin, ouais. Et il y a un personnage que j'ai tellement hâte que tu rencontres dans cette série qui est extraordinaire.
Donc ouais, très hâte de la saison 4 de Barry, qui sera la dernière. Tant mieux d'ailleurs. J'ai hâte de voir cette histoire comme un tout. Sinon, il y a quoi d'autre? Si, il y a The Other Two qui reviennent pour une saison 3, enfin, après des années d'attente. Ok. Sinon, il va y avoir la série de Grise cette année. Une série grise? Oui, sur les Pink Ladies. D'accord. Ça va être chouette. Okay. Il y a Succession qui a repris. Ah oui. Pour une dernière saison. Tu aimes bien Succession? C'est extraordinaire, Succession. C'est extraordinaire. C'est... Je regarde pas encore, mais j'adore tout le drama autour de Jeremy Strong qui a l'air d'être infect. Il est compliqué, quoi. Oui, il est compliqué. Il est méthode. Donc, en fait, apparemment, il se comporte comme... En fait, il me dégage la même vibe que son personnage. Et son personnage est particulièrement complexe. Et en fait, ce qui est terrible avec Succession, c'est que c'est des ordures, mais qui te font énormément de peine. Et son personnage, il est tellement pitoyable que... C'est genre mon bébé, alors que il mérite aucune de notre complaisance et notre intérêt. Mais la série arrive à les rendre intéressants. C'est vraiment une leçon d'écriture assez hallucinante, Succession. Mais voilà, on en a encore jamais parlé de Succession, mais je préférais que tu l'aies vu pour qu'on en parle, parce que c'est pas très rigolo d'en parler toute seule de Succession. J'avais vu, je crois, les 2-3 premiers épisodes, qui étaient super. Ouais. Là, il y avait un final de saison 3 qui était un peu à couper le souffle. Et le concept de Succession, je sais plus si c'est comme ça dès le départ ou si ça l'est devenu, mais en tout cas c'est un peu des huis clos. Chaque épisode est un peu un huis clos. Cet épisode-là, ça se passe dans cet hôtel. Cet épisode-là ne se passe que pendant une fête. Cet épisode-là ne se passe que pendant cette négociation au téléphone. Mais c'est pas forcément évident. Non. Enfin, c'était pas évident pour moi dans les épisodes. Mais c'est quelque chose que tu te rends compte sur la durée, je trouve. Et puis la musique est extraordinaire, les performances sont dingues. Et là, vraiment, l'épisode 1 est assez incroyable. Et ça parle d'une famille très très riche. Oui. Qui a des gros problèmes de succession. C'est le père, en fait, qui est un peu un espèce de Rupert Murdoch fictif, qui s'appelle les Roy. Et c'est un peu une famille qui règne sur... Je n'avais pas compris. Ouais, voilà, c'est un peu la royauté des médias aux États-Unis. Ils possèdent je sais plus combien de chaînes et de machins. Enfin, c'est vraiment... Ils ont suffisamment d'influence pour presque élire le prochain président. Le père est très vieux et la question, c'est à qui va-t-il léguer son empire entre ses 4 enfants. Donc, il a 3 fils et une fille. Et Succession, c'est la bataille de 4, mais plutôt 3 des enfants pour savoir qui va choper l'empire du père et un peu l'amour de papa. C'est très daddy issues, cette série. Et là, voilà, on en est à un stade très intéressant de la saison parce qu'il s'est passé quelque chose de très ouf à la fin de la saison 3. Et là, c'est la dernière en plus, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont terminer ce truc. Voilà. Sinon, alors sans rentrer dans les détails, là je suis en cours je regarde Shrinking, je regarde Poker Face, je regarde Daisy Jones and the Six, parce que j'adore le livre. J'ai commencé aussi La Conspiration du Silence, c'est une super série true crime qui passait sur France 2 ou France 3, en tout cas France Télévisions. Fascinante et très dure à voir, mais super. Faut que je regarde The Traitors. Voilà, c'est un peu tout ce que je regarde en ce moment. Très bien. Moi, j'ai continué Gentleman Jack, je regarde la dernière saison. Elle fait encore que marcher, elle me fatigue. Atlanta. Faut que je regarde le dernier Doctor Who que j'ai toujours pas vu. Je me suis fait un petit Gossip Girl ce matin. J'ai failli les voir dans une salle de classe. Là, je les ai vus dans les couloirs de l'école. On s'approche de plus en plus d'un bureau. Good for them. Bon, tu nous fais un petit pitch? Allons-y pour le pitch. Allez, c'est parti. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Je te transmets ma main innocente. Un truc pas compliqué. The Good Place. Oh non, la flemme. La flemme.
Vous avez tous vu The Good Place. Ça sert à rien de le pitcher. Ad vitam. Un petit pitch vite fait, bien fait, parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée, mais j'ai pas des souvenirs très précis. En plus, ça commence à dater. Elle date de 2018, si je me souviens bien. Et tout ce qui se passe avant le Covid, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, donc j'ai l'impression que j'ai encore plus oublié les séries d'avant 2020. C'est encore plus vieux que 2018. Tu crois ? Ah non, t'as raison. Bref. C'est pas 2018 ? Non, mais si, t'as peut-être raison. Si, c'est 2018. Ok, très bien. Je crois il me semble qu'on avait commencé à voir ça à Sérimania, si je me souviens bien. En tout cas, moi, je l'avais commencé donc c'est une série française de science-fiction qui passait sur Arte, si je me souviens bien aussi. Et je l'avais commencé honnêtement parce qu'il y avait Garance Marillier dedans, qui est une actrice française vraiment cool, qui est notamment connue pour avoir joué dans Grave. Ce film que Sébastien ne peut pas voir. Verra jamais. Si vous avez l'estomac bien accroché, regardez Grave, c'est un super film d'horreur français qui a été réalisé par Julia Ducournau, qui a gagné la Palme avec Titane il y a quelques années. Et Grave était son premier film d'horreur, premier film tout court. Et donc c'était Garance Marillier qui jouait dedans. Je l'ai un peu découverte là-dedans et c'est vraiment une actrice sensationnelle. Et donc c'est elle qui a un des premiers rôles de Ad Vitam. Et elle partage l'affiche avec Yvan Attal, qui est un acteur que j'aime bien aussi. Je me rends compte, je le connais pas très bien, je le vois pas souvent, mais quand je le vois, je trouve qu'il joue bien. Enfin voilà. Le concept d'Ad Vitam est très sympa. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais ça se passe dans un futur plus ou moins proche où l'humain a découvert une cure à la mort. En fait, les gens ne meurent plus. Non. Ne vieillissent même plus, je crois. Alors, si, ils vieillissent, mais... Lentement. En fait, non. Ils peuvent vieillir et ils peuvent, au bout d'un certain âge, donc généralement, les gens choisissent entre une trentaine et 40 ans, de commencer à prendre un espèce de traitement par UV ou je sais plus trop quoi. Une espèce de sarcophage qui les fige, en fait. Voilà, ça les permet, ça stoppe un peu leur évolution, et ils sont bloqués un peu à tel âge. Et du coup, personne ne meurt parce que s'il y a plus de maladie, il y a plus rien, et du coup, ils n'ont pas une mort depuis très longtemps. Puis en plus, du coup, comme la mort a été ôtée, ça a baissé la criminalité. Enfin, ça a eu l'air de régler pas mal de problèmes. Parce que du coup, c'est vrai que ce qui est rigolo avec cette série, c'est qu'ils se sont vraiment intéressés à concrètement, si t'enlèves la mort, qu'est-ce qui se passe dans la société ? Parce que, effectivement, le premier réflexe, c'est euphorie, genre, génial, personne ne meurt, c'est super. Ok, d'accord, du coup, ça veut dire qu'on est bloqué que les mêmes personnes pour l'éternité. Parce que les gens arrêtent de se reproduire. Parce que le fait que la mort n'existe plus, du coup, ils ont un rapport avec la descendance et avec et comme les gens vivent de plus en plus longtemps, du coup la majorité est de plus en plus éloignée, c'est-à-dire que là-bas la majorité est à 30 ans, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Ils veulent aussi stopper le fait de faire des enfants, je crois. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'enfants dans cette société parce que s'il n'y a plus de mort, il va y avoir trop de gens. Donc je crois qu'il y avait un référendum. Oui. Pour stopper. Ça, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y avait un délire comme ça. Et en fait, le truc, c'est dans cette société où personne ne meurt, la série s'ouvre sur des gens qui sont morts, des gens même qui ont été tués. Donc, du coup, tout le monde est un peu perturbé, on ne sait plus comment faire, il n'y a plus de mort, il y a quasiment plus de mort, il n'y a plus de machin. Puis, juste pour expliquer aux proches ce que c'est que la mort, ils envoient des gens spécialisés. C'est intéressant cette scène. Il y a quelqu'un dont c'est le boulot d'expliquer aux gens ce que c'est que la mort, parce que les gens n'ont plus du tout cette conception-là. Oui, ils sont même pas tristes. Ils comprennent pas bien ce qui se passe. Ils sont un peu comme des enfants en fait. Ouais. Et en fait, bon après c'est une série policière en fait derrière, parce que c'est qui est mort. Il y a une conspiration dans la conspiration. Il y a des groupuscules. Il y a des terroristes. Il y a tout ce que vous voulez. Enfin, il y a des. Et c'est Yvan Attal qui joue ce flic qui est un peu. Et pourquoi il se retrouve avec cette nana ? Alors je me souviens plus justement du rôle de Garance Marillier. Je sais plus ce qu'elle vient faire là-dedans. Mais je me demande si c'est pas qu'elle se retrouve pas dans ce culte.
Dans ce groupe de jeunes rebelles. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas des meurtres, c'est des suicides. C'est des suicides. C'est ça. C'est des jeunes, entre guillemets, parce que nous, on considérerait pas forcément comme des jeunes. En fait, ils sont âgés plutôt entre 20 et 30 ans. Et voilà, il y a des vagues de suicides, en fait. C'est ça. Et il y a cette espèce, effectivement, de sous-société, de résistance, en fait, qui est menée par la jeune génération, qui réclame, en fait, le droit de vieillir, parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, c'est une jeunesse qui restera jeune pour toujours. Enfin, ils ont un rapport très compliqué avec leur existence. Oui. Je me souviens. Alors, c'est pour ça. Je suis désolée, le pitch est pas très précis parce que vraiment, ça fait très longtemps que maintenant j'ai vu cette série. Mais je me souviens que quand je l'avais vue, je m'étais dit, les gens qui ont fait cette série ont vraiment bien pensé philosophiquement et moralement leur sujet. C'est pas juste ce serait rigolo, viens, une société où il y a personne qui meurt. Ok, c'est quoi les vraies conséquences? Et ça se sent dans le scénario. Le scénario est très très bon, c'est très bien écrit. Et il y a une ambiance vraiment pesante. C'est un peu à la Black Mirror, un peu, mais encore plus pesant. Le générique est super. Je sais pas si tu te souviens du générique, il est très cool. Je le réécoute de temps en temps. C'est une espèce de musique un peu... la musique est géniale. De toute façon, c'est beaucoup de musique électro. La BO est chouette. Je réécoute souvent la BO de Ad Vitam. Et c'est une mini-série. C'est-à-dire qu'elle se termine. Il y a une fin. Elle est pas très très longue. Il y a 6 épisodes. C'est vraiment très rapide à regarder. Donc voilà, si vous voulez vraiment regarder une espèce de dystopie française, en plus, c'est toujours cool. Oui. On aime beaucoup quand la France fait des œuvres de genre. Et on avait beaucoup aimé. En plus, j'ai même l'impression que la série ne se situe pas en France. Enfin, c'est pas dit. C'est comme un truc neutre. C'est comme si les pays existent plus. C'est ça. Il y a plus de pays. Enfin voilà. C'est très open. C'est ça. Donc voilà, c'est pas une série qui est devenue notre favorite, mais très très chouette, très chouette Ad Vitam. Voilà, ça nous a fortement marqué. Ok, très bien. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure du jus d'orange. C'est l'heure du jus d'orange avec les champignons. Jus d'orange aux champignons. Et Pedro et Bella. Allez, go. Donc The Last of Us, tout ceci a commencé. À cause de toi. À cause de moi. Pour une fois, c'est de Comme ma faute. Comme beaucoup de choses. Non, pas toutes. Pas mal de mes monomanies viennent de toi. C'est vrai que Sorty Rock, c'est moi. Et donc là, The Last of Us, rien à voir. Donc c'est vrai que j'avais joué à ce jeu plus ou moins 1 ou 2 années après qu'il soit sorti. Et je te l'ai fait jouer, je sais plus pourquoi. Parce que tu m'as dit que c'était génial. Parce que je t'ai dit que c'était génial. Et que tu avais pleuré. Après, tu as joué aux 2. Moi, j'ai pas joué aux 2. Et évidemment, une série s'est fait adapter et c'était une très bonne idée, surtout parce que c'était fait par ton chouchou, Craig Mazin, qui a fait ta petite série. Et oui, Feel Good. Ta petite série Feel Good de chevet, Tchernobyl. Que j'ai revu. Est-ce que tu l'as revu récemment? Oui, je l'ai revu pendant The Last of Us. Tellement ça m'a remis dans une mood Craig Mazin que du coup je l'ai revu pendant The Last of Us. Je ne peux pas m'arrêter de regarder Tchernobyl. Oui, ça, on l'a bien compris. Non, mais je crois qu'au départ, il était adapter The Last of Us en film ou autre, c'était un projet qui durait depuis pas mal d'années. Il y avait pas mal de rumeurs autour de est-ce que ça se fera un jour. Et en fait, il y a eu un projet de film, puis qui est tombé à l'eau. Et au final, il y a quelques années, il a été annoncé que non, ce sera une série, ce sera sur HBO. Maintenant que la série est sortie, le format sériel, je pense, était le meilleur pour mettre un peu toute la complexité de cet univers et de cette histoire. Parce que en fait, l'histoire de The Last of Us, c'est pas forcément très complexe. Hein, c'est tout bête. Hein, il y a des zombies. Il y a des zombies. Alors les zombies sont un peu particuliers. C'est pas.
Après, si tu rentres dans le détail, c'est pas des zombies, c'est un champignon qui rend les gens zombies, quoi. Voilà, puis si te mords, tu deviens zombie, donc en ça, c'est assez classique. Et pareil, l'histoire en elle-même, c'est deux personnages qui doivent aller d'un point A à un point B, et c'est ce qui se passe. Surtout une figure paternelle qui récupère un orphelin, qui doit l'amener, qui est un peu grognon et qui apprend la joie de la vie avec cet enfant à protéger. Ça a un nom, ce trope scénaristique. Ça s'appelle Le lion et le lionceau. Enfin, je crois, j'ai écouté tout un podcast là-dessus et je ne me souviens plus mais je crois que ça vient d'un manga ou d'un film. En tout cas, ça vient du Japon. Et donc, c'est devenu ce trope scénaristique de alors souvent c'est un homme et un enfant, mais on a vu dans certaines situations où ça peut être une femme avec un enfant. Central Station, de ce film brésilien dont tu avais parlé, c'est un très bon exemple de ce trope. Et là c'est une femme âgée et un jeune garçon, où c'est deux personnes. Des fois c'est des père et fils, et des fois c'est juste des pères et filles de cœur, et c'est comment leur relation évolue au fil de leur aventure, en quoi les rôles s'échangent peut-être éventuellement. C'est un parcours initiatique pour les deux personnages, et The Last of Us c'est complètement ça. C'est cet homme qui est on ne vous révélera pas forcément tout, mais qui est pour qui la vie n'a plus vraiment aucun sens de par le monde dans lequel il vit, post-apocalyptique. Surtout puis on est dans un monde 20 ans après l'apocalypse des zombies, donc c'est un monde dans lequel des gens ont vécu plus de temps de leur vie dans l'apocalypse que le monde d'avant, des gens qui ont 20 ans qui n'ont vécu que dans ce monde-là, donc on est vraiment dans un monde qui, je pense du point de vue de Joel, est fini, quoi. C'est juste en mode survie. On est en mode automatique. En mode automatique survie, quoi. C'est ça. Et cette petite fille lui tombe un peu dans les bras, et donc évidemment il y a un rejet total au début, par protection, par plein de choses, et une relation qui va devenir au fil des épisodes une relation père-fille. Et c'est ça qui était intéressant. Si vous avez l'occasion, si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite vraiment à lire le podcast Compagnon qui sortait chaque semaine après chaque épisode de The Last of Us, où Troy Baker, l'acteur qui jouait Joel dans le jeu, interview Craig Mazin et Neil, je me souviens jamais de son nom. Neil Gaiman. Neil Druckmann, qui est lui le créateur du jeu, mais qui est aussi le créateur de la série, avec Craig Mazin. Et donc, il parle de chaque épisode. Et dès le début de la série, ils avaient annoncé que le thème de cette série, c'est l'amour. Et en quoi le fait que ce soit une histoire d'amour, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. C'est-à-dire que... On dirait un album de Taylor Swift. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que The Last of Us, le 1 comme le 2, les jeux parlent du fait que l'amour peut te sauver, et elle peut aussi détruire, pas forcément toi-même. Toi. Voilà, c'est-à-dire que chaque décision chaotique d'un être humain est souvent liée à un sentiment d'amour. Du moins, ses motivations le sont. Et The Last of Us, c'est ça. C'est cet acte que tu as fait par amour pour quelqu'un a des conséquences, et cette personne va réagir par amour également. Et je trouve donc j'avais jamais entendu des créateurs parler de ce sujet de cette manière-là, et j'étais très intriguée quand ils ont dit ça, et je trouve que c'est le cas en fait. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, et voilà. Parlons du casting peut-être pour commencer. Parlons de Pedro, le beau Pedro. Le beau Pedro. Ce qui est bien avec le personnage de Joel, c'est que, alors même si Pedro Pascal est, maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait son interprétation, c'était vraiment le meilleur acteur pour jouer ce personnage. J'étais moins... C'est tellement, pour moi, c'est un rôle qui aurait pu être très bien joué par quelqu'un d'autre aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Mais je pense que tu racontes pas la même chose avec un autre acteur. Je pense que c'était lui parce que ça racontait l'histoire que voulaient raconter les créateurs. Mais oui, plein d'autres acteurs auraient très bien pu jouer ce rôle, mais ça aurait raconté autre chose, je pense. Oui.
Parce que en quoi lui il était déjà ce qui était bien parce que dans le jeu Joël donc c'est le personnage qu'on incarne et c'est une armoire à glace. C'est un mec qui est censé avoir 50 balais mais tu peux le faire courir, le faire sauter par-dessus des machins, il se prend des balles, il continue. C'est le perso viril de jeux vidéo par excellence quoi. Je sais pas toi mais quand on joue Joël on se sent c'est bon, on fonce dans le tas, on est invincible. Et en fait, ce personnage tel qu'il est, c'est pas possible parce que ça n'existe pas un tel être humain. Oui, puis surtout qu'il est censé avoir plus de 50 balais. Ah bah oui. Il a pas l'air d'avoir 50 balais, le Joël. Oui, il est physiquement et mentalement cassé partout. C'est ça. Et là, ils ont fait des choix intéressants avec le Joël de Pedro Pascal. Ils ont voulu vraiment en faire un vieil homme, en fait. C'est-à-dire que si on regarde bien, il boite un peu, il est sourd d'une oreille. Il s'essouffle quand il monte des escaliers trop longtemps. Il est très performant pour plein de choses. Il vise bien avec son gun et tout ça. Mais on a affaire à un vieux monsieur. C'est un monsieur qui a 50 ans, qui a vécu dans un monde terrible, qui l'a abîmé physiquement comme mentalement. Et il a des crises d'angoisse. Ça, les crises d'angoisse, c'était pas dans le jeu aussi. Donc ils ont vraiment, parce qu'ils dégagent tellement de vulnérabilité, Pedro Pascal, qu'ils ont pas eu à faire grand chose. Juste en le castant, ça apportait suffisamment de vulnérabilité à ce personnage. Et ça apporte encore plus de tension dans l'histoire parce qu'il se retrouve responsable de ce personnage qu'on apprend aussi à aimer. Et du coup, on se dit, est-ce qu'il est vraiment la bonne personne pour la... Oui. Pour l'amener. Et la fin nous a prouvé que oui et non. Oui. Oui, sur le court terme, oui, c'est la bonne personne, mais sur le long terme, peut-être pas. Mais oui, du coup, sa vulnérabilité apporte encore plus de tension dans ce monde qui est très, très dangereux. C'est ça. Puis puis il est, même si je trouve que Troy Baker apporte, j'aimerais toujours les Joël et Ellie des jeux, mais c'est pas les mêmes personnages dans la série et le Joël de Pedro Pascal, il est j'arrivais plus à comprendre ses actions et à être d'accord avec elles, mais pas totalement parce que il fait des choses souvent qui sont très moralement questionnables. Mais son Joël, il t'explique ses motivations avec des grands yeux mouillés. Oui, c'est ça. Et du coup, t'es un peu genre... Bon, d'accord, mais bon, okay. Ne recommence pas. Non, c'est pas... Donc voilà, on a compris maintenant que Pedro Pascal, c'est une valeur sûre au niveau du jeu d'acteur, donc on n'avait pas de doute, mais il a réussi à me surprendre quand même. Je l'ai trouvé particulièrement excellent quand même, parce que c'était vraiment... Je crois que c'est presque la première fois qu'il a un vrai premier rôle. Je crois... Parce que le Mandalorien, c'est son personnage et c'est le premier rôle, mais il n'est pas toujours là sur le tournage. C'est presque du doublage des fois. Game of Thrones, c'était un second rôle. Oui. Darko, je crois que c'était un second rôle aussi. C'est ça. Il avait l'un des premiers rôles, mais c'est pas forcément... C'est plus un casting plus choral, en fait. Non, c'est un acteur qui arrive au top de sa carrière de manière assez tard. Oui, complètement. C'est assez cool d'ailleurs quand on voit des acteurs. C'était un mec qui bourlinguait sur des seconds rôles à la télé, au cinéma, peut-être dans des films un peu cultes pour des très niches, et qui là se retrouve propulsé dans un truc hyper mainstream. C'est quand même j'avais vu un TikTok qui disait les dimanches soirs sur HBO depuis un petit moment, ça s'est enchaîné White Lotus, ça s'est enchaîné The Last of Us, ça s'enchaîne maintenant Succession. Ouais. C'est une bonne ère HBO là. Ils sont bien contents. Il y a eu House of Dragon il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a Barry qui va revenir bientôt aussi. Mais personne regarde. Je pense pas que ça a le même succès. Je ne dis pas que c'est moi. C'est aux États-Unis, c'est un beau succès, Barry. Ok. Écoute, on verra si TikTok m'en parle. Si TikTok m'en parle pas. Mais c'est pas le même format. C'est une demi-heure déjà, Barry. Oui. Mais ouais.
Et donc, ils sont pas allés chercher très loin. On est resté dans des ex-Game of Thronesiens pour le casting de Ellie. Je demande si c'est ce qu'on appelle son casting avant Pedro Pascal. En même temps, ça a été annoncé le même jour. Ok. Donc, oui, pardon. Bella Ramsey, qui jouait la gamine Lord dans Game of Thrones. Je sais plus son nom. Je sais plus, Lady Mormont, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, elle gérait une armée, elle butait des culs et elle s'est fait tuer à la fin. Enfin, dans la dernière bataille, là. Mais tout le monde. Ce qui était génial avec ce personnage, c'est qu'elle a eu. Le personnage a eu une scène. Oui. Et on serait tous morts pour elle. Oui, c'est ça. Genre, cette gamine, là, c'est. Puis elle était encore plus jeune. Ouais. Et tout le monde se dit, mais c'est qui Mais faut qu'elle reste. Et après, on l'a vu dans d'autres choses. Ah bon et elle a joué dans À la croisée des mondes. Et elle avait un petit rôle pendant la saison 2, si je me souviens bien. Que je n'ai pas vu, mais je crois que tu n'as pas vu À la croisée des mondes. Mais quel rôle c'est quand Will et Lyra arrivent dans cette ville où tous les adultes sont morts. Il n'y a plus que des enfants. D'accord. Et ben Bella Ramsey, elle joue D'accord. Okay. Un enfant qui a pu ses parents et tout ça. Elle aussi a joué dans un dessin animé dont ma sœur est très très fan, qui s'appelle Hilda. Ah oui. D'accord. Oui, c'est Bella Ramsey qui fait la voix de la petite fille. D'accord. Donc voilà, on va dire que elle commençait à se faire un bon petit chemin et Ellie, ça a été la consécration. Oui. Et Ellie, pour le coup, c'était plus compliqué parce que s'il y a bien un personnage dans le jeu qui est associé à son actrice, c'est celui-là. Et j'avais énormément de mal. Alors, c'était avant que je joue à la série, c'était même avant qu'il y ait quelqu'un qui soit annoncé pour le casting. Je m'étais dit, mais Ellie, c'est Ashley Johnson, quoi. Pour moi, c'était comme recaster, je sais pas, Indiana Jones, quoi. Oui, parce que, pardon, il faut préciser pour peut-être les gens qui ne sont pas forcément habitués aux jeux vidéo, qui ne connaissent pas le jeu vidéo. The Last of Us a été, les cinématiques, le gameplay a été fait avec des acteurs, avec un peu comme on avait fait avec Gollum, si vous voulez, avec plein de marqueurs sur le corps. Et donc, il y a vraiment des acteurs qui ont joué, comme au cinéma, les scènes, dans un accoutrement très ridicule peut-être, mais qui ont mis vraiment, enfin, s'ils n'ont pas juste fait du doublage devant un micro dans une salle sombre, ils ont vraiment joué physiquement leur scène avec leur partenaire de jeu dans les bras. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un jeu qu'on associe beaucoup à son casting, parce que c'est vraiment comme un casting d'un film, un casting d'une série en fait. Donc c'est vrai que quand il y a eu, comme tu dis, quand il y a eu l'annonce qu'il allait y avoir d'autres acteurs qui allaient jouer ces personnages, évidemment, les détacher leurs acteurs originaux, c'est très compliqué. C'est comme si, quand on va voir à nouveau Le Seigneur des Anneaux, que quelqu'un d'autre va jouer Frodo. Ça va être très compliqué de les détacher de ce qu'a fait Elijah Wood. Et aussi, on peut pas... Alors parce que là, vous pourriez nous dire, mais pourquoi ils n'ont pas casté les acteurs du jeu ? Parce qu'en fait, la technologie permet en fait de caster... donc, Ellie a 14 ans et Ashley Johnson avait, je crois, 26, 27 ans quand elle jouait. Et là, maintenant, elle a presque 40 balais ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est des acteurs qu'on ne peut pas... Physiquement, ils ne correspondent pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. Et c'était même pas leur tête qu'on voyait dans le jeu. C'est leurs expressions de visage, mais c'est... Donc, Troy Baker ressemble pas du tout à Joel. Non, absolument pas. C'est un monsieur tout fin. Mais c'est ça qui est perturbant, c'est que Troy Baker, c'est vraiment un acteur qui a beaucoup de voix. C'est-à-dire, quand je le croise dans un jeu, c'est Troy Baker, parce qu'il arrive à moduler sa voix de manière assez impressionnante. D'ailleurs, sa voix naturelle, on reconnaît un peu Joel, mais c'est pas la voix de Joel quand il parle naturellement. Quand Ashley Johnson parle, c'est Ellie, en fait. C'est elle. Alors après, elle change un peu la tessiture de sa voix si elle la joue enfant ou si elle la joue un peu plus adulte dans le deuxième jeu. Mais ça fait qu'on s'accroche encore plus à elle comme interprète de Ellie, parce que il n'y a pas vraiment de différence. À un moment, elle était invitée dans le podcast, et quand elle parlait, j'avais l'impression que c'était Ellie qui était dans le podcast. Enfin, c'était vraiment très, 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 très particulier. Mais du coup, Bella Ramsey est arrivée. Et il y a deux Ellie maintenant. Voilà, il y a deux Ellie.
Yael est devenue Ellie sous nos yeux et c'était une Ellie très différente. Mais maintenant, quand on me dit Ellie, j'ai plus qu'une seule dans la tête. C'est les deux. Et sa version de Ellie est incroyable et fascinante. J'ai essayé de chercher ce que je trouvais différent entre sa Ellie et celle d'Ashley Johnson. Et je trouve que la Ellie de Bella Ramsey est plus creepy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. C'est-à-dire que dans le jeu, Ellie, même si elle est badass et elle fait plein de... C'est très... une enfant, quoi. C'est un petit ange au milieu de tant de violence. Voilà, même si elle jure comme un comme un marin. comme un marin et qu'elle est très mal polie et tout ça. Donc ça, les deux ont ça en commun. Elle est tout de suite très embêtée quand quelqu'un est toujours « Oh mon Dieu, oh là là, oh mon Dieu ». Elle est un peu plus sage, j'ai envie de dire. Et elle montre un peu plus d'empathie. Oui, voilà. Et là, ouais, elle est plus bizarre. Ouais. Genre quand elle voit Joel tuer un mec pour la première fois, elle est un peu en mode yeah. Yes, non mais c'est ça. Cette Ellie-là, elle est un peu... elle a un peu cette vibe de la gamine bizarre dans les comédies américaines qui se passent dans un lycée. J'imagine un peu ça, qui a pas beaucoup d'amis, qui est toute seule avec sa musique et tout ça. C'est en ça qu'elles sont très très différentes, je trouve. Ouais. Puis elle a une fascination un peu morbide pour les infectés. Il y a cette scène super flippante où elle en trouve un, puis elle le torture un peu avec son couteau. Oui, c'est ça, elle le poque là, tel un gamin qui trouve un cadavre de pigeon par terre. C'est ça. Et du coup, je trouve que les scènes, parce que, alors on vous dira pas forcément ce qui se passe, mais il y a des scènes où un peu, parce qu'on oublie que Ellie est une enfant. Elle est tellement dans un monde pas fait pour les enfants, où les enfants sont amenés à faire des choses très dures, comme tuer des gens, comme s'occuper de leurs parents, ce genre de choses. Et des fois, on a tendance à oublier que Ellie, elle a 14 ans, c'est une ado, mais c'est presque une petite fille. Et je trouve que les moments où on a ce rappel de « Oh là là, c'est vraiment une gamine de 14 ans quand même qui est en train de vivre tout ça », et ben du coup, comme on était habitué à des choses beaucoup plus sombres de la part de ce personnage, c'est encore plus dur émotionnellement et fort quand tout d'un coup elle devient une petite fille sous nos yeux. Ouais. Et du coup, moi je l'ai vraiment vécu comme ça et ça m'a encore plus chamboulé mon petit cœur. Ce qu'elle fait avec ce personnage, c'est vraiment vraiment incroyable. Ouais. J'ai très très hâte de voir où elle va avec le perso en saison 2 parce que et là pareil on peut pas vous dire ce qui se passe dans la saison 2 oui parce mais... que c'est un jeu que je trouve très mûr en fait. Oui, on dirait il y a des subtilités dans son jeu qu'on retrouve un peu dans des acteurs un peu plus et des actrices un peu plus confirmées. Ouais. Je sais plus, j'avais vu quelqu'un dire sur TikTok que son truc c'était surtout les bruits qu'elle fait avec sa voix, des espèces de cris, genre le cri qu'elle pousse quand il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, on va dire, voilà, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que une réaction classique de personnage ça aurait été peut-être de détourner les yeux et pousser un petit et là c'est une espèce genre elle regarde l'horreur se faire devant ses yeux et il y a une espèce de son qui sort de sa bouche et on dirait que c'est ces derniers pans d'innocence qui lui restaient encore en elle qui lui sort dehors dans ce cri de douleur et de tristesse. C'est abominable et enfin voilà. Bella Ramsey joue très bien, saloperie. Ouais. Et elle est plus âgée que le personnage. Ça se voit peut-être pas parce qu'elle est un peu plus petite, mais Bella Ramsey a 19 ans, qui est l'âge de Ellie dans le deuxième jeu. C'est ça. Donc elle sera même plus âgée que le personnage pendant le tournage, j'en suis même sûre. Mais ouais, ça va être intéressant. Bon, puis il y avait Anna Torv. Oh putain, il y a Anna Torv, on est tellement contents. Bon, elle était là genre pour 2 épisodes, mais elle était bien là. 3. Elle était là, Joel. Avec sa grosse voix. Qu'est-ce qu'on l'aime. Oui, j'étais très content pour elle.
Il y a plein de gens qui ont découvert Anna Torv, du coup. Mais oui, mais Parce que je pense que c'est la première fois qu'il y a qu'elle des joue dans gens une qui ont série. commencé Fringe. Oui. Mais parce que je pense qu'elle a jamais eu des audiences pareilles. C'est-à-dire que il Non. y a jamais autant de monde qui a regardé Fringe, en fait. Non. Peut-être un peu Mindhunter, mais non, c'est tout. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Mindhunter qui a eu pas mal de succès. Mais Oui. les audiences de The Last of Us, c'est incomparable. Donc, Oui, non, c'est incomparable. donc voilà. On est ravis que Anna Torv soit dans vos vies et elle était. Et consommer elle était plus d'Anna très- Torv. Très cool en Tess. Oui. Non, mais voilà. Bon, on va pas faire épisode par épisode. Et aussi parce que j'ai pas nécessairement envie de vous spoiler ce qui se passe. Mhm. Mais est-ce que tu as des épisodes préférés qui t'ont particulièrement Non, je peux marqué pas dire que j'ai un épisode préféré, ils sont tous tristes les uns après les autres. Je peux difficilement. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré? Ouais. Bah, c'est vrai qu'au final, le fameux couple épisode gay 3, qui meurt, les fanatiques religieux, Mélanie Linsky, les flashbacks, Mélanie Linsky, bouffe. C'est compliqué de faire un top. bah tu vois, mais même du coup, ce fameux épisode 3 qui a été parlé en long et en travers, bah, Oui. au final, c'est peut-être l'épisode le plus joyeux. Et ben, comme disait le créateur exactement, c'est l'épisode le plus joyeux. Bah oui, parce qu'en fait, Mais tout va bien, y a pas de tout souci. va bien. Ils ont vécu leur vie de tas à tas, et puis tout, il s'est rien passé. Ils ont mangé des fraises et puis voilà. Voilà. Puis voilà. Non, c'est eux qui gagnent hein, dans cette affaire. Quelle horreur. Mais alors, si je peux me permettre petite critique de la série, parce que je l'ai trouvée parfaite à certains niveaux, et on a regardé le final ensemble et on a trouvé le final un peu rushé. J'ai trouvé... En plus, le final est l'épisode le plus court, il dure que 40 minutes. Et ce qui est un peu dommage, parce que je trouve que le final du jeu et aussi du film, parce que je pense que le dernier épisode est peut-être l'épisode le plus fidèle au jeu, c'est presque au plan près par moment. Je trouve qu'on aurait pu atteindre un niveau de tension et de suspense à couper le souffle. Et là, c'est un peu enchaîné. Et j'aurais aimé aussi j'aurais presque rajouté, si c'était pas un épisode 9 plus long, j'aurais, moi, rajouté un épisode entre le 8 et le 9, parce qu'il se passe quelque chose dans le 8 qui est émotionnellement très difficile pour nos personnages. On sent que ça change le personnage de Ellie, notamment de manière considérable. Et j'aurais adoré un espèce d'épisode un peu bonus qui a rien à voir avec le jeu, pour un peu... vivre l'atterrissage de ces personnages après ce qu'ils ont vécu dans l'épisode 8. Et je trouve que l'épisode 9 aurait été émotionnellement encore plus fort. C'est ma petite critique de la fin, parce que le jeu, le final passe plus lentement, parce qu'il y a toutes les séances de gameplay en fait où on se faufile, on doit tuer des gens, on doit faire machin. Et là, comme on joue pas, bah, il reste plus que l'action, et l'action est très courte en fait dans le final. Et du coup, voilà. Mais bon, il y avait des choses très très bonnes dans ce final. Mais voilà, je lui reprocherais juste ça. Tu vois, j'aurais passé un peu moins de temps avec le personnage de Mélanie Linsky qui a un peu servi à rien, je trouve. C'est juste qu'elle a servi qu'un épisode. Non, elle a servi 2 épisodes. 2 épisodes, on a vu 2 épisodes, ce personnage. Ouais. Et j'aurais préféré un épisode de plus en échange avec que Joël et Ellie, par exemple. Ouais. Bah, tout le petit échange qu'ils ont quand ils arrivent à l'hôpital, ça aurait pu être un cœur d'un épisode. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un... Oui. Enfin, oui, comme tu dis, un épisode où ils atterrissent un peu et... Ils discutent. En fait, c'est ça. Je crois que je voulais un épisode avec que ces 2 personnages qui parlent entre eux. Ouais. Très bien. Parce que c'est mes scènes préférées. Oui, vous avez très bien fait ça, HBO. Vous avez fait ça pendant 4 saisons de Game of Thrones. C'est pas maintenant, vous allez oublier de faire des dialogues. Oui. Enfin voilà, presque 10 sur 10 à The Last of Us. Et on a hâte de la saison 2. Qui est donc vraiment... Je me demande comment t'adaptes le 2e jeu. Je ne sais pas, je n'y ai pas joué. C'est vrai. Mais en fait, c'est tellement une narration qui est liée au gameplay que je ne sais pas comment tu adaptes ça en film. Ils vont trouver.
Je leur fais confiance, mais je leur souhaite bien du Ils vont pas courage tout d'un parce coup que t'envoyer c'est... un mail en disant non, en fait, on n'arrive pas. Bah, franchement, des fois que je rebranche, je dis mais c'est impossible. C'est impossible d'adapter ce truc. Mais bon, ils vont y arriver. Voilà. Et du coup, tu voyais qui de Yellow Jacket dans... Alors, je me souviens pas de son nom exactement, mais mais tu alors, vois la rousse. alors oui. Oui, la rousse à dos. Alors, on vous révélera pas l'identité de ce personnage. On va dire que et je ne vous invite à ne surtout pas googler le nom de ce personnage si vous ne voulez pas être spoilé pour la saison 2 et que vous ne souhaitez pas jouer au jeu, donc que vous êtes vierge de toute information. Il y a dans la saison 2 et dans le deuxième jeu de The Last of Us un personnage marquant, enfin central qui arrive, qui s'appelle donc Abby. Percutant. Percutant, voilà. Et il y a beaucoup de fans qui posent des questions genre qui on va caster pour jouer Abby, parce que c'est un cast, il faut pas souper avec le casting de Abby. Il y a des gens qui parlent déjà de Florence Pugh. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui parle de Florence Pugh, qui est une très bonne idée. Alors oui, c'est pas sorti de mon imagination. C'est parce que c'est une fan cast un peu en ce moment. Ce serait une bonne et une mauvaise chose que Florence Pugh soit castée, mais pareil, je peux pas trop en dire pour. Elle est très connue. Bah justement, je pense que sa notoriété la protégerait. Je verrais trop Florence Pugh, tu vois ce que je veux dire. Bah il faudrait qu'elle soit bien maquillée quoi. Oui. Mais moi, je vois plutôt dans Yellow Jacket, il y a une jeune actrice qui est super, et quand je l'ai vue, je me dis oh c'est Abby. Si je pouvais caster quelqu'un, ce serait elle. Et attends, je vais juste... Alors voilà, je l'ai trouvée. C'est celle qui joue Van. Et elle s'appelle Liv Hewson. Donc voilà. S'il en est qu'à moi je caste Liv Hewson pour Abby de la saison 2. Voilà, saison 2 qui va arriver dans longtemps. Ça va être dur d'attendre, mais moi j'ai envie de dire. Ça paraît Abby, tu peux pas mettre l'actrice qui jouait elle dans le vidéo, c'est Laura Bailey, c'est une maman. Voilà. Et qui ne ressemble absolument en rien physiquement. Je crois qu'elle n'a quasi, à part que ce sont deux fans blanches, et encore non, Abby n'est pas brune. Châtain. Elle est rousse, Abby. Ah, elle est rousse, d'accord. Donc non, voilà, par exemple, on ne peut pas prendre l'actrice. Alors, bien que sa performance pour Abby soit gargantuesquement... Ils vont prendre la rose de Stranger Things dans ce cas. Oh non. Ouais, ça serait un casting un peu boring, mais... Oh non. Ouais, je sais pas, j'imagine pas trop. Moi non plus. Pardon, donc Laura Bailey, oui, très bien. Mais voilà, elle peut pas jouer Abby, quoi. Non. Non. Ça marchera pas. On a l'impression qu'elle va gronder. Elle va gronder Ellie. Ouais, dans sa chambre. Bye. Enfin voilà, c'était The Last of Us. On a aimé très fort. Et voilà le jus d'orange. Et voilà le jus d'orange. Eh bien. Combien de temps on a parlé 1h23. Ça va. Et on va en... Bah si, je pense qu'il y a 20 minutes de blanc à retirer. Ok. Eh bien, voilà. Quoi ? C'est le 20 minutes de blanc à retirer qui me fait rire. C'est vrai. Oui. Bon, on vous fait des bisous. Bisous à tous. Attrapez pas froid, hein. C'est pas parce qu'en avril il commence à faire un peu plus chaud qu'il faut se foutre en t-shirt. En avril, ne te découvre pas d'un film. Exactement. En mai, fais ce qu'il te plaît. On se fait tout savoir comme des fleurs tous les ans et on se dit plus jamais je m'y reprendrai. Et après on se retrouve. Tu te souviens l'année où j'ai acheté des fleurs en pot pour mon balcon ? Oui. En avril, en mars-avril. Oui. Et après il y a eu une vague de gel. Ah, c'est embêtant. Il commençait à faire beau, je dis allez, j'achète plein de fleurs. Elles sont toutes mortes. Mais il y a un moyen de les protéger. Bref. C'est trop tard. ça dépassait mes compétences. Eh bien, voilà. Eh bien, au revoir. On va vous laisser parce que moi, j'ai faim, là. Oui, c'est l'heure du dîner. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui, Julie ? Je vais me faire des tomates mozzarella, je pense. Très bien. Moi, j'ai une tarte au chou rouge qui m'attend. Ah, ou alors, je vais me faire des petites pâtes avec des courgettes. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bon. Bye. Allez, salut.